Vous avez remarqué, avant, quand on parlait de la Coupe du Monde, c'était simple. Pour accueillir la Coupe du Monde, il fallait un pays, un seul. Avoir des stades, un projet, et surtout assumer l'organisation seule. Mais en contrepartie, vous aviez la fierté nationale, le prestige, et toute l'attention rien que pour vous. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, on la partage, et sur plusieurs pays. Par exemple, en 2026, ça sera sur 3 pays. Oui, vous avez bien entendu. 3 pays en 2026. Et bientôt, qui sait, pourquoi pas 10 ou 12 peut-être. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi cette évolution? Pourquoi la FIFA divise-t-elle la Coupe du Monde sur plusieurs pays? Est-ce vraiment une question de coût, de logistique, ou est-ce que cela cache autre chose, comme des stratégies économiques, de l'influence ou du soft power? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la FIFA et les grandes nations se tournent désormais vers ce modèle multi-pays. Bienvenue sur Pitch and More, la chaîne où le sport ne s'arrête pas qu'au terrain. Pendant des décennies, la Coupe du Monde, c'était l'histoire d'un pays. Un drapeau, un pays au centre de l'attention mondiale. Le format était simple, clair. Un organisateur, un mois de compétition et le monde entier braqué sur une seule nation. Derrière chaque Coupe du Monde, il y avait déjà plus que du football. C'était aussi un levier d'image, de prestige, de soft power pour le pays hôte. Certaines éditions sont même devenues symboliques, bien au-delà du simple sport. Par exemple, pour France 98, la France était au centre de l'attention mondiale. On se souviendra du doublé de Zidane, le 3-0 en finale contre le Brésil, la fête populaire, mais surtout la génération Black, Blanc, Beurre. Pour Afrique du Sud 2010, c'était la première Coupe du Monde en Afrique. On retiendra les Vuvuzela, le Waka Waka de Shakira, mais surtout Nelson Mandela. Un symbole et une fierté pour tout un pays, et pour tout un continent. Le pays organisateur, lui, il brillait sous les projecteurs. Mais en contrepartie, il devait assumer les coûts, l'organisation, et parfois même les critiques. Ce modèle monopays, il remonte à 1930, lorsque l'Uruguay organisait la première Coupe du Monde et la remportait à domicile. C'était une époque où organiser seul était faisable. Les infrastructures coûtaient beaucoup moins cher, les exigences techniques étaient moindres, et surtout, accueillir la Coupe du Monde était un privilège, un symbole de prestige national. Par exemple, en 1930, l'Uruguay n'a utilisé que 3 stades pour toute la compétition. Le Centenario, construit spécialement pour le tournoi, le Parc Central et le modeste stade de Poquitos. Le Centenario, par exemple, a coûté environ 1 million de dollars à construire. Une somme importante pour l'époque, mais encore à la portée d'un seul petit pays ambitieux. À l'époque, il faut aussi se souvenir qu'il y avait seulement 13 pays qui participaient à la Coupe du Monde, contre 48 pour la prochaine. Bref, organiser seul était encore possible, et même envié. Mais avec le temps, les attentes ont explosé. Plus d'équipes, plus de stades, plus d'exigences, plus d'infrastructures, et donc plus de pression financière. Et ce modèle unique, il a montré ses limites. Pour comprendre l'ampleur de cette augmentation, comparons avec l'édition Qatar 2022. Selon les autorités qataries, le coût direct lié au tournoi serait d'environ 8 milliards de dollars. Ceci en excluant les infrastructures générales. Sur cette somme, environ 6,5 milliards de dollars ont été consacrés à la construction ou à la rénovation de 7 nouveaux stades. Mais certaines estimations avancent même un investissement global d'environ 220 milliards de dollars, en incluant les transports et les infrastructures. Construction de nouvelles lignes de tram, de métro, d'un nouvel aéroport, d'hôtels et de routes. Ce qui en ferait à ce jour la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. Figurez-vous que ce chiffre de 220 milliards de dollars constituerait quasiment le PIB annuel du Qatar. Mais les autorités qataries, elles, contestent ce chiffre. Même avec des investissements colossaux, le Qatar, l'un des pays les plus riches du monde, aurait tenté de réduire la facture. Initialement, 12 stades étaient prévus. Mais dès 2013, face à l'explosion des coûts, les organisateurs ont demandé à la FIFA de réduire le nombre de stades à 8. Une preuve supplémentaire que dans le monde moderne, organiser un tel événement sans infrastructure existante au préalable devient quasiment ingérable, même avec des ressources quasi illimitées. À l'époque, il ne suffisait que de 3 stades, une poignée d'équipes et un investissement encore accessible pour organiser la Coupe du Monde.
Mais aujourd'hui, on est loin de cette simplicité. Ce n'est plus la même dimension. Le modèle solo a atteint ses limites, sur le plan économique, organisationnel et sur le plan environnemental. Et désormais, les règles du jeu ont changé. Alors pourquoi observe-t-on cette bascule vers des Coupes du Monde à plusieurs pays? Évidemment, il y a une question de coût. Organiser seul, aujourd'hui, ça veut dire investir des milliards. Et c'est de plus en plus difficile à assumer. Mais la vraie raison, elle se trouve ailleurs. Premièrement, il y a l'explosion du format. En 2026, on passe à 48 équipes, ce qui implique plus de matchs, plus de stades, plus de villes hautes, et dans ces conditions, le modèle solo n'a plus beaucoup de sens. 48 équipes, c'est tout autant de nouveaux stades, de nouveaux besoins en infrastructure et de nouvelles contraintes. Mais figurez-vous que ce modèle de co-organisation, il n'est pas totalement nouveau. Il a même déjà fait ses preuves dans d'autres compétitions. Par exemple, en 2000, pour la première fois, l'Euro est organisé entre la Belgique et les Pays-Bas. En 2002, c'est au tour de la Coupe du Monde, qui est aussi co-organisée pour la première fois entre la Corée du Sud et le Japon. Et plus récemment, nous avons l'exemple de l'Euro 2020, qui a été éclaté dans 11 pays différents. C'est le symbole d'un modèle qui s'étend à l'échelle continentale. Et dans cette logique d'élargissement, on peut aussi citer un cas qui est encore plus atypique. Figurez-vous qu'en 2016, pour célébrer le centenaire de la Copa América, le CONMEBOL a choisi d'organiser le tournoi aux États-Unis, et ce, en collaboration avec la CONCACAF. Un tournoi sud-américain délocalisé en Amérique du Nord, c'est un symbole des ponts qui se créent entre les différentes confédérations. Ça leur permet de toucher des nouveaux marchés, de mutualiser les coûts et de renforcer leur présence régionale. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle s'amplifie et il s'impose progressivement comme le nouveau standard pour les Coupes du Monde. Mais il y a aussi une question de soft power et de diplomatie sportive. Lorsque plusieurs pays s'associent, ils ne partagent pas uniquement l'organisation, mais aussi l'influence. C'est montrer au monde une image d'unité, d'ouverture et de coopération, même si parfois c'est surtout stratégique. Co-organiser, c'est aussi partager les retombées, économiques, médiatiques ou géopolitiques. Par ailleurs, la FIFA cherche à élargir son audience et à aller conquérir de nouveaux publics. Elle veut aussi étendre son influence au-delà des simples enjeux sportifs. Même les Jeux Olympiques n'échappent plus à cette règle. Face à la réticence croissante de certaines villes à candidater seules, à l'explosion des coûts, le CIO est à la recherche de nouveaux modèles partagés. Et le projet Milan-Cortina 2026 en est le parfait exemple. Avant de reprendre la vidéo, si vous avez aimé ce format et que vous voulez continuer à décrypter ensemble les coulisses du sport, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner à Pitch & More. Votre soutien m'aide et m'encourage à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Allez, maintenant, retour à la vidéo. Afin de mieux comprendre, penchons-nous sur les 2 prochaines Coupes du Monde. En 2026, la Coupe du Monde aura lieu aux USA, au Canada et au Mexique. Ces 3 pays organiseront ensemble l'événement. 16 villes réparties sur le continent accueilleront les matchs. La majorité des matchs aura lieu aux États-Unis, car le pays dispose déjà de l'essentiel des infrastructures. Cette situation, elle permet de simplifier grandement l'organisation, puisque la plupart des infrastructures sont déjà opérationnelles. Ce partage, il permet aussi de répartir les investissements nécessaires. Il faut savoir que la Coupe du Monde 2026 est déjà budgétée à 9,8 milliards de dollars, dont 1,8 milliard de dollars consacrés à la construction des infrastructures sportives. L'objectif est clair. Pour la FIFA, il s'agit de booster la popularité du football en Amérique du Nord, un marché clé qu'elle rêve de conquérir depuis des décennies. C'est aussi un pas vers un modèle plus réparti, plus ambitieux. Mais si vous trouvez déjà que ce modèle 2026 est ambitieux, attendez-vous de voir ce qui se prépare pour l'édition 2030. En effet, pour célébrer le centenaire de la première Coupe du Monde, la FIFA a redoublé d'inventivité. 6 nations, 3 continents. Oui, vous avez bien entendu. 6 pays et 3 continents, tous réunis pour organiser cette Coupe du Monde. L'Espagne, le Portugal, le Maroc, et en parallèle l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. 3 continents impliqués, une célébration symbolique, mais surtout un signal fort envoyé au monde. Et avec le passage à 48 équipes, cette montée en puissance devient presque inévitable. Officiellement, c'est une célébration du centenaire de la première Coupe du Monde.
Officieusement, c'est une démonstration d'influence géopolitique. En effet, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tous réunis sous la bannière FIFA. Et pour être encore plus symbolique, figurez-vous que l'Uruguay accueillera le match d'ouverture 100 ans après la première Coupe du Monde. Un événement partagé, mais avec des retombées symboliques et politiques énormes. Et ce n'est peut-être que le début. Les formats de demain pourraient aller encore plus loin. On le voit aujourd'hui, les grandes instances sportives sont en quête permanente de nouveaux formats, de nouvelles alliances pour organiser leurs compétitions. Face à des coûts qui sont toujours plus élevés et à des contraintes grandissantes, on peut s'attendre à voir émerger dans les prochaines années des modèles encore plus inventifs, plus hybrides, voire totalement inédits. Mais alors, le modèle 100% solo est-il mort? On pourrait logiquement se demander si le modèle d'organisation d'une Coupe du Monde par un seul pays touche à sa fin. Mais la réponse, elle est plus nuancée. Prenons par exemple le cas de l'Arabie Saoudite pour 2034. Officiellement, c'est une candidature solo, mais quand on regarde de plus près, le tableau est plus complexe. À l'origine, pour 2030, l'Arabie Saoudite avait envisagé une candidature conjointe avec l'Égypte et la Grèce. Pour 2034, l'Australie, de son côté, avait envisagé une candidature commune avec l'Indonésie. Mais finalement, ils se sont retirés faute de préparation. La FIFA, pour ces deux éditions, en limitant les candidatures à l'Asie et à l'Océanie, avait de facto verrouillé le processus. Résultat, pour l'édition 2034, l'Arabie Saoudite s'est retrouvée seule en lice, poussée par des circonstances diplomatiques et des adaptations stratégiques plus larges. En clair, même lorsqu'un pays candidate seul, c'est souvent le résultat d'arrangements diplomatiques, d'adaptation ou bien d'absence d'alternative. Et cette logique, elle ne s'arrête pas là. Ce ne sont pas uniquement les formats géographiques, mais aussi les calendriers qui s'adaptent selon les pays hôtes. Par exemple, lorsqu'on regarde pour le Mondial au Qatar en 2022, la FIFA avait déjà décalé le tournant en hiver pour éviter les chaleurs extrêmes de l'été. Et pour l'édition 2034, prévue en Arabie Saoudite, elle envisage aussi d'organiser la Coupe du Monde en automne ou en hiver. Ceci est une preuve supplémentaire que les modèles s'ajustent jusqu'au calendrier en fonction des réalités locales et des enjeux stratégiques. Mais alors, quelles sont les limites de ce modèle? Il a certes des avantages, mais il pose de vraies questions. D'abord, il y a la complexité pour les supporters. Entre visas multiples, déplacements coûteux et transports internationaux, suivre sa sélection est devenu un véritable parcours du combattant. Puis, il y a les risques de dilution. Un événement trop dispersé, c'est moins de cohésion, moins de centralisation et un sentiment d'unité qui s'effrite. Il y a aussi l'impact environnemental. Plus de pays, c'est plus de trajets internationaux. Malgré les beaux discours, l'écologie est souvent sacrifiée face aux intérêts économiques et politiques. Et au-delà de ça, il y a la question du climat. Quand la Coupe du Monde s'étend sur plusieurs continents, les écarts météorologiques deviennent un vrai casse-tête. Prenons l'exemple de 2030. La Coupe du Monde se déroulera sur 3 continents. En Europe et au Maroc, ça sera l'été. Tandis qu'en Amérique du Sud, ça sera l'hiver austral. Résultat, les équipes devront jongler avec des différences météorologiques totalement opposées d'un match à l'autre. À force de rajouter des participants, des hôtes, on atteint un point où la logistique devient très compliquée et difficile à assumer. Et puis, il y a aussi la question des tensions géopolitiques entre co-organisateurs. Prenons l'exemple de l'Euro 2012, co-organisé entre la Pologne et l'Ukraine. Officiellement, il y avait une image d'unité, mais en coulisses, les tensions avaient explosé. Plusieurs dirigeants européens avaient boycotté les déplacements en Ukraine, car ils dénonçaient l'emprisonnement de l'opposante politique Yulia Tymoshenko, ainsi que les atteintes aux droits de l'homme sous la présidence du président autoritaire de l'époque, Viktor Yanukovych. Finalement, même les co-organisations ne sont pas forcément à l'abri des tensions politiques. Le sport peut rassembler, mais il ne suffit pas toujours. En contrepartie, certains diront que ce modèle permet à plus de supporters de suivre leur équipe durant une Coupe du Monde, sans avoir à traverser la planète. Plus de pays impliqués, c'est aussi plus d'équipes qui jouent à domicile, ou presque. Partager la Coupe du Monde, oui, mais à quel prix? La Coupe du Monde évolue. On est passé d'un événement organisé par un seul pays à un événement mondial, partagé, réparti, qui est dicté et piloté par des enjeux économiques, politiques et stratégiques.
La FIFA adapte son modèle et les pays s'alignent par stratégie ou par nécessité. Mais à quel prix? Ce modèle représente-t-il vraiment l'avenir? Ou est-ce qu'on perd l'essence même de la Coupe du Monde? Mais vous, qu'en pensez-vous? Ce modèle vous séduit-il ou êtes-vous nostalgique des Coupes du Monde organisées par un seul pays? Faites-le moi savoir en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à la prochaine sur Pitch and More.